Ce soir, comme tous les soirs à 20 h depuis 96 ans, les clairons de la brigade de pompiers d'Ypres jouent les notes du Last Post. Cette cérémonie rend hommage aux 55 000 soldats de toutes nationalités tombés sur les champs de bataille de Flandre. Entre 1914 et 1918, la ville d'Ypres a été le théâtre de 3 grandes batailles et le témoin de massacres continuels perpétrés au moyen des armes les plus meurtrières. Gaz, lance-flammes et gigantesques explosions souterraines. Du ciel jusque sous la terre, la guerre y fait rage absolument partout. Ce paysage où fleurissent à présent les cimetières militaires fut jadis le décor de l'explosion la plus violente de toute l'histoire de la Première Guerre mondiale. Pour la première fois depuis l'invasion de la France et de la Belgique par les Allemands, les armées de l'Empire britannique ont réussi à faire reculer l'ennemi. Plus de 10 000 soldats allemands vont périr dans cette explosion d'une ampleur sans précédent. Les Allemands entendaient les détonations des mines qui explosaient et priaient sans doute pour ne pas se trouver sur le site du prochain cratère. Vous imaginez? Ça devait être terrifiant. Andy Hawkins et Julia Richardson sont des archéologues membres de l'association britannique Durand Group et experts en tunnels. Ils sont venus explorer les alentours de la ville d'Ypres afin de mieux comprendre les conditions de vie de ceux qui ont creusé des tunnels de part et d'autre de la ligne de front. Parmi ces mineurs figurait le soldat Geoffrey Busby. Âgé de 21 ans, il était sous-lieutenant dans l'armée britannique. Voici ce qu'il écrivait à sa fiancée Edith en novembre 1915. « Comment vas-tu, ma chérie? De mon côté, je suis plutôt en forme pour quelqu'un qui patauge dans la boue au fond des tranchées. Nous avons appris que l'ennemi creusait tout près de notre galerie. Ton cher et tendre a donc dû ramper pendant une demi-heure dans l'argile détrempée et le silence le plus total. Cela fait 2 fois que les Boches manquent de découvrir notre tunnel. J'ai dû partir en éclaireur, la peur au ventre, dans le noir et avec pour seule défense mon revolver. » Ici, tout près du cratère de la mine de Saint-Éloi à l'est d'Ypres, Andy et Julia retrouvent Hilde Verboven. Cette archéographe est spécialisée dans l'étude des mines de la région. Elle va les guider dans l'exploration des cratères monumentaux générés par les explosions de mines typiques de cette zone du front. Il suffit d'observer des images aériennes ou des photos de l'époque pour voir à quel point la guerre a transformé le paysage. Quand on montre ces images aux gens, ça les fait réagir. L'effet produit est resté le même entre hier et aujourd'hui. En voyant l'ampleur des destructions, on se rend compte des conditions dans lesquelles les soldats devaient vivre. Les tunnels de Saint-Éloi sont les premières galeries creusées par les Britanniques. L'un des officiers en charge de cette campagne souterraine était le sous-lieutenant Geoffrey Busby, dont on a retrouvé les échanges épistolaires avec sa fiancée Edith. Son histoire nous conduit jusqu'à la célèbre université d'Oxford en Angleterre. Le professeur Arthur Stockwin a découvert cette mystérieuse boîte dans la maison de son père. C'est une vieille boîte à biscuits ou à chocolat peut-être. Il y avait toutes ces lettres à l'intérieur. Voici une enveloppe typique de l'époque. Et ceci est l'une de ces lettres. Écrite par Geoffrey Busby à l'attention de celle qui deviendra plus tard ma mère. Voici ce que lui écrit le jeune Geoffrey Busby depuis son camp de formation. Ici, tout n'est que désolation. Je ne suis entouré que de boue, de baraques et de soldats. Rien d'autre, si ce n'est les clairons qui résonnent jour et nuit et qui, pour ne rien arranger, sonnent faux. Et à son arrivée au front, c'est un paysage plus désolant encore qu'il découvre à Ypres. Ypres en flamand et Whippers pour les Britanniques. Le Royaume-Uni est entré en guerre en août 1914, lorsque les Allemands ont attaqué la France après avoir envahi la Belgique neutre.
En octobre de la même année, les belligérants sont en pleine course à la mer, tandis que la ville d'Ypres est le théâtre de combats acharnés. Aujourd'hui, les clochers de la ville flamande ont tous été reconstruits. Mais il y a 100 ans, bien que restée libre, la ville a été complètement rasée par les tirs de l'armée allemande. Après la retraite de la Marne, les Allemands ont fait reculer leurs troupes de 100 km et ont maintenu leur position là où il était plus facile de résister. Le front mis en place pendant la course à la mer n'est en fait que le fruit du hasard. Les Allemands occupaient la crête inférieure qui surplombait la ville, obligeant les Français et les Britanniques à se terrer dans les plaines humides. Cet arc de ligne défensive héritera du nom de saillante d'Ypres et sera à plusieurs reprises le théâtre de combats d'une rare violence. Le mémorial de la Porte de Ménin est l'une des entrées de la ville. Le grand-oncle d'Andy a été tué non loin d'Ypres, mais son corps n'a jamais été retrouvé. L'un de mes grands-oncles a été tué ici, à Ypres. Juste ici à Ypres? Oui, son nom est gravé sur le mémorial. Il servait dans le régiment Royal Welsh. Voilà le panneau 37. Et si tu regardes bien, voilà les Hawkins. Il s'appelait Hawkins John Thomas. Thomas John. Sur l'ensemble des troupes, aucune n'est préparée à combattre dans des tranchées. Les lignes creusées à la hâte deviennent rapidement des labyrinthes de boue. Les armes modernes rendent toute attaque frontale impossible, pour ne pas dire suicidaire. Si on s'intéresse à ce qui se passe sur le front des guerres occidentales actuelles, en Afghanistan ou en Irak par exemple, on constate que plusieurs milliers de soldats meurent chaque année. Pendant la Première Guerre mondiale, ces chiffres s'appliquaient à chaque régiment d'infanterie. Le sol du No Man's Land entre les tranchées allemandes et britanniques est jonché de cadavres non ensevelis, de snipers et de nids de mitrailleuses. Les tranchées, pourtant relativement sûres, sont également minées par les impacts de grenades et des obus de mortier. Les cimetières doivent faire face à un afflux constant de dépouilles. Dieter Storz est le conservateur de l'exposition de la Première Guerre mondiale du musée de l'armée bavaroise d'Ingolstadt. On ne sait pas grand-chose des conditions de vie des soldats pendant la Première Guerre mondiale. Plus on essaie de les comprendre, plus la réalité devient difficile à appréhender. Comment ces hommes sont-ils parvenus à survivre aussi longtemps dans des conditions aussi difficiles, où la moindre blessure était susceptible de changer à jamais le cours de leur vie? La tension psychologique devait être énorme. La décision de creuser des tunnels et des mines dans la région d'Ypres est prise à Manchester, en Angleterre. C'est là que l'ingénieur civil John Norton Griffiths supervise les travaux de creusement de galeries destinés à créer les égouts de la ville. Ce dernier réussit à convaincre le gouvernement britannique de mettre sa méthode du clay kicking, ou déblaiement de l'argile à coups de pied, au service de l'armée. L'objectif, creuser des tunnels jusque sous les lignes allemandes et les détruire à coups d'explosifs. Début 1915, l'ingénieur est envoyé au volant de sa vieille Rolls-Royce pour recruter et former de nouvelles divisions de mineurs. Les mineurs étaient assis. D'accord. Et donc, au lieu d'utiliser une hache ou une pioche, ils creusaient dans la craie en se servant de leurs jambes et aussi de leurs pieds pour frapper les parois. Cette méthode permettait de creuser plus facilement et plus rapidement. Et en plus, elle était très peu bruyante. Et on sait à quel point il était crucial de faire le moins de bruit possible durant ces opérations, car si jamais l'ennemi venait à se rendre compte qu'une mine était creusée, le risque était évidemment qu'il creuse une contre-mine. Tout à fait. Ce sont les Allemands qui font exploser la toute première mine sous une division de soldats indiens. Ils comprennent alors que le sous-sol des plaines belges possède des caractéristiques dont il va leur falloir tenir compte. Dans les couches les plus hautes, le terrain est humide et meuble, et souvent, les puits verticaux cèdent sous la pression de l'eau. Pour remédier à cela, ils montent des murs en ciment, ce qui demande beaucoup de temps et d'efforts. Une fois en Belgique, les mineurs britanniques mettent immédiatement en pratique leur nouvelle technique qui va se révéler particulièrement efficace. Les soldats creusent vite et sans faire de bruit. Paradoxalement, la dureté de la craie du sous-sol va favoriser les Britanniques par rapport aux Allemands, qui doivent eux composer avec les difficultés d'un sol sablonneux. Aux côtés des 25 000 tunneliers dépêchés en France, combattent des bataillons d'infanterie dont Geoffrey Bousby fait partie.
Par ses lettres, il nous livre un aperçu de la tragédie humaine qui se déroule sous ses yeux. Cet étudiant en dentisterie à Birmingham rejoint le régiment du South Staffordshire en tant que jeune officier, après avoir entendu le désormais célèbre appel aux armes de Lord Kitchener. Ce soir, j'ai vraiment pris conscience de l'horreur des combats en première ligne. Entre les tirs, les gaz, les bombes et les obus, tout peut arriver. Je peux être laissé pour mort dans une tranchée désertée. Et s'ils font sauter une mine? Ou si les avions nous bombardent? Ou si... Je pourrais écrire un roman tant la liste des si est longue. Au fil des lettres, il est de plus en plus sombre. On le voit bien dans sa première lettre, avant de partir pour le front, il écrit « Je m'apprête à vivre la plus grande expérience de ma vie ». Mais ensuite, lorsqu'il est au front et qu'il se trouve d'abord en première ligne, puis dans les tranchées et enfin dans les tunnels, ses pensées deviennent de plus en plus noires. C'est surtout à cause de l'eau et du froid. Et ils étaient recroquevillés dans des puits étroits, où ils travaillaient 8 heures d'affilée. Il n'y avait pas de lumière, et ils vivaient avec cette peur constante que l'ennemi réussisse à creuser une contre-galerie, qu'ils finissent par pénétrer dans des tunnels. Ça devait être horrible. La méthode du clay kicking nécessitait une équipe de 3 hommes. Le premier était chargé de creuser, allongé sur une planche, il frappait la craie à coups de pied. Le deuxième avait pour mission de remplir des sacs de débris, et le troisième était responsable du transport des sacs à l'extérieur. Les mineurs des 2 camps étaient confrontés à des risques divers. Les galeries anglaises passaient juste au-dessus des nappes phréatiques. En cas de fuite, les tunnels étaient inondés et les mineurs mouraient noyés. Quant au monoxyde de carbone dégagé par les explosifs et la lueur des bougies, il tuait silencieusement nombre de soldats. Mais le plus grand danger restait l'ennemi. Jeffrey va descendre dans ces tunnels avec d'autres soldats de sa compagnie. Et là, il découvre un instrument qui ressemble à un téléphone et qui appartient vraisemblablement aux Allemands. Il se doute qu'il s'agit d'un téléphone allemand parce que le mot Unten est inscrit dessus. Et donc, à ce moment-là, il comprend que les Allemands ont effectivement réussi à entrer dans les tunnels britanniques. Nous sommes redescendus à 3 avec l'objectif de récupérer l'instrument. Je marchais en tête car j'étais le seul à avoir une lampe et un fusil. J'étais suivi par un caporal et un officier des Royal Engineers fermaient la marche. Les tunnels font 1,20 m de haut pour 1 mètre de large. Autant dire qu'on ne s'encombre de rien d'inutile. Et dans celui où nous étions, le sol était inondé de 50 cm. Le bruit était terrible sur notre passage. Nous avons pris un tournant menant jusqu'à un couloir où notre tunnel et la galerie creusée par les Boches forment un angle droit. C'est à ce moment-là que nous avons entendu un coup de feu retentir dans une des galeries. Même si retentir est sans doute un mot un peu fort pour désigner le malheureux pop que nous avons réussi à percevoir dans cet espace confiné à travers lequel nous progressions. Les 2 camps vont alors prendre la même décision, lancer une attaque afin de faire exploser la galerie de l'autre. Commence alors une véritable course pour empiler les explosifs. Et comme Jeffrey l'écrit à la fin de sa lettre, nous avons réussi à tout faire sauter en premier. Joli coup, n'est-ce pas ? À la surface aussi, les soldats tombent par centaines. La particularité du front occidental résidait dans sa concentration impressionnante de puissance de feu. L'artillerie, les mitrailleuses et les canons étaient tous rassemblés sur une superficie réduite. L'ensemble du front était envahi d'armes, et c'est sans doute ce qui a paralysé les combats. Des milliers d'hommes ont combattu et sont morts pour défendre 4 collines. La colline 60, le mont Sorel, la colline 61 et la colline 62. Ces tranchées sur la colline 62 sont les seuls vestiges des défenses britanniques. Normalement, il n'y a pas de plaque de métal pour renforcer les côtés. Il y a quelques autres différences, surtout au niveau des tailles. Il manque les banquettes de tir, par exemple. Oui, parce que là où nous sommes, même si le fossé est déjà assez profond, on peut encore passer la tête et voir par-dessus. Alors que plus loin, on s'enfonce complètement dans la terre.
Mais à l'inverse de celle-ci, les tranchées en première ligne doivent être creusées plus en profondeur. C'est évident, La tête ne doit pas dépasser. d'où la nécessité de faire une banquette de tir. C'est grâce à ça que les soldats pouvaient réussir à voir au-dessus des murs, Oui. pour tirer sur l'ennemi. Julia, viens voir. Me voilà. Regarde, il y a même un tunnel à visiter. Ah oui. Celui-ci est en béton. Apparemment, oui. La taille n'est pas trop mal. Ça fait combien? Peut-être un peu plus d'1,50 m. Assez pour utiliser une pioche. Tout à fait. Pour creuser à coups de pied, c'était 1,30 m. Oui, quelque chose comme ça. Et 1,60 m à la pioche. J'ai une lampe torche. Allons jeter un œil. Passe devant, je te suis. D'accord. La construction est assez carrée. Enfin, on dirait. C'est l'impression que ça donne quand on entre. Et l'eau, ça donne tout de suite le ton. Plus on avance, plus on a l'impression que l'espace se rétrécit. Ces panneaux de béton sont placés un peu de la même façon que des panneaux de bois, tu ne trouves pas? Oui, c'est vrai. C'était pour colmater et renforcer les parois. Car la craie est humide. C'est ça. C'est une technique développée spécialement pour ce terrain, pour éviter que l'eau s'infiltre et que tout s'effondre. Parce que la craie a tendance à s'effriter. Donc, quand elle est gorgée d'eau, elle devient liquide et bouge. Du coup, il est indispensable de construire des renforts tout autour. On le voit bien dans l'espace entre les panneaux. Juste ici, par exemple. On voit la terre. De part et d'autre. Exactement. En voyant ça, on comprend que c'était un combat de tous les instants, pas seulement contre l'ennemi qui pouvait lancer des contre-mines à tout moment, mais aussi contre la nature. Cela dit, manifestement, sur ce champ de bataille-ci, on ne peut pas dire qu'il y ait eu d'opération de minage à proprement parler, vu qu'il n'y avait pas de minéraux naturels à excaver des tunnels. Et la nappe phréatique monte tellement haut que la pression de l'eau et de l'air s'exerce constamment. La colline Caterpillar surplombe la colline 60 de l'autre côté du chemin de fer qui mène à Ypres. Un point de vue stratégique pour les Allemands. Au printemps 1915, les Britanniques se rendent compte que la craie sous la colline 60 est relativement sèche. C'est le début d'une attaque souterraine qui voit la création de 5 tunnels. Toutes les précautions sont prises pour préserver le secret de l'opération. Les ingénieurs travaillent dans les tranchées de seconde ligne qu'ils partagent avec l'infanterie. Les tunnels sont minuscules, d'une hauteur parfois inférieure à 1 mètre. Ils sont conçus pour monter légèrement afin de ne pas percer la nappe phréatique dont le niveau change en fonction des conditions météorologiques. Les mines sont remplies de fulmi-coton dans des proportions variant entre 900 et 1200 kg. Le 17 avril 1915, les charges sont mises à feu à l'aide de détonateurs électriques. Les lignes allemandes sont enfin percées. Les Britanniques reprennent la colline 60 en ne perdant que 7 hommes. Malgré cela, ils décident de ne pas attaquer la colline Caterpillar, une erreur qui leur coûtera cher. 4 jours seulement après l'explosion, les troupes allemandes avancent à l'ouest d'Ypres et lancent une attaque au gaz contre les régiments coloniaux français. Ils utilisaient du gaz de chlore, une substance qui pouvait être utilisée telle qu'elle, sans être modifiée. Puis, au fil du temps, d'autres substances chimiques ont commencé à être développées, à partir de produits dérivés utilisés dans la peinture, un secteur très avancé en Allemagne. Les vapeurs de chlore liées à l'eau, présentes dans les yeux et les poumons des soldats, se transforment en acide chlorhydrique qui leur brûle littéralement les yeux et les entrailles. Une atrocité parmi d'autres dans cette guerre sanglante qui n'épargnera aucun des deux camps. On créait des armes chimiques de plusieurs façons. La méthode la plus répandue consistait à charger les obus de substances toxiques avant de les lancer sur les troupes ennemies.
D'ailleurs, le nombre de munitions chimiques produites par les Allemands explose durant la guerre. Face au gaz, les armées britanniques impuissantes vont abandonner la colline 60 sous le feu des troupes ennemies postées sur Caterpillar. Les ingénieurs allemands se lancent alors dans la construction de bunkers et de casemates pour améliorer la défense de leur position stratégique. À quelques kilomètres à l'est d'Ypres se trouvent les ruines du château de Hougue. Après sa destruction en 1914, l'armée britannique creuse un fossé tout autour et le transforme en une redoute impressionnante. Mais la présence toute proche d'un bunker allemand oblige les soldats de l'Empire à rester sur leur garde. Pourtant, après l'attaque allemande sur le saillant d'Ypres en avril 1915, le commandement britannique décide de repousser les lignes allemandes aussi loin que possible. Les mineurs commencent à creuser un tunnel de 60 mètres de long afin de placer sous le bunker ennemi une charge massive d'un tout nouvel explosif, la Monale. La charge explose le 19 juillet 1915 à 19 h, creusant un cratère de 6 mètres de profondeur. L'infanterie britannique occupe aussitôt le bassin ouest. Mais elle est repoussée 10 jours plus tard par une contre-attaque violente menée par les Allemands armés de lance-flammes. Une fois de plus, l'explosion de la mine a eu l'effet escompté, mais les Britanniques n'ont pas su maintenir leur nouvelle position. Et là encore, les Allemands creusent dans le cratère et le transforment en une structure défensive parfaite. En juin 1916, le corps royal du Wurtemberg tente de reprendre le contrôle de 3 collines occupées par les troupes anglaises. Le mont Sorel, la colline 61 et la colline 62. À ce stade, l'Empire britannique dépêche sans cesse de nouvelles vagues de soldats. Cette photographie représente des soldats de l'infanterie canadienne. Ce sont 4 tunnels allemands creusés en plein no man's land qui vont bientôt exploser sous leurs pieds. Malgré un important barrage d'artillerie, la résistance est minime. Une fois de plus, les mines souterraines prouvent leur efficacité. L'armée canadienne va néanmoins lancer une contre-attaque et réussir à reprendre le contrôle du secteur après un bombardement massif du camp allemand. Pendant ce temps et tout au long de l'année 1915, le sous-lieutenant Jeffrey Busby poursuit sa correspondance avec sa jeune fiancée. Il demande à être transféré chez les Royal Engineers. À ce moment-là, il n'y a plus aucun trait d'humour dans ses lettres. Il commence à écrire des choses du type « En fin de compte, la seule chose qui compte pour nous est d'assurer notre propre survie. Nous sommes totalement englués dans nos propres problèmes. » Il raconte comment il a réussi à éviter de justesse la balle d'un sniper qui aurait dû le tuer, ou quelque chose dans ce genre. On voit qu'il essaie d'en plaisanter, mais au fond, il est vraiment choqué. Sur la plaine d'Ypres, la présence d'argile bleue particulièrement stable facilite les travaux de clay kicking. Cependant, lorsque les Britanniques décident de creuser plus en profondeur, ils se retrouvent eux aussi confrontés au danger des strates de terre humide. Ils imaginent alors un système de cuvelage à partir de tubes en acier. Ils parviennent ainsi à creuser encore plus bas sous les plaines de Flandre, ce que les Allemands pensaient impossible. Ils utilisaient des sortes de tubes d'acier, c'est le bon terme? Oui, des sortes de cercles d'acier. C'est ça, oui. Il y avait plusieurs segments différents, emboîtés les uns dans les autres. Et alors, les soldats les enfonçaient progressivement dans le sol. Oui, je vois. Simplement pour traverser les premières couches de terre les plus difficiles. Et une fois qu'ils atteignaient la couche crayeuse, plus stable, ils pouvaient recommencer à creuser des tunnels renforcés à l'aide de planches de bois. D'accord. Jeffrey Busby envoie à sa fiancée Edith une dernière photo de lui avant son transfert chez les Royal Engineers. Son départ vers le nord du front est alors imminent. Voici une lettre d'Edith à Jeffrey, datée du 29 mars 1916. Adresse d'expédition Beechcroft 1, Beach Lane, Birmingham. Mon cher Jeffrey, j'ai les yeux rivés sur ta photo et j'ai beaucoup de mal à détourner le regard, ne serait-ce que pour t'écrire ces mots. Je ne pensais pas pouvoir ressentir autant de joie face à un morceau de papier. Je ne sais pas comment te le décrire, tu vas donc devoir l'imaginer. Je t'avoue que je ne fais que penser à cette photo depuis que je l'ai reçue. J'en rêve même la nuit. Edith est heureuse, mais alors qu'elle écrit sa réponse à Jeffrey, celui-ci rédige des mots bien sombres.
J'ai perdu presque tous mes amis du régiment Stafford dans les combats de ces dernières semaines. Il n'y a rien de plus triste que ces amitiés qui naissent et meurent sur le champ de bataille. En mars de l'année 1916, a lieu l'explosion d'une mine là derrière, parmi les 6 qui vont sauter tout au long de cette guerre. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3. Cette explosion va montrer, pour la première fois, jusqu'à quelle profondeur incroyable les Britanniques étaient capables de creuser. En 1916, Jeffrey Bousby est envoyé au saillant d'Ypres pour participer aux premières opérations de minage en profondeur. Cette étape va marquer le début d'une importante campagne souterraine. Les mineurs britanniques de la 177e compagnie de minage des Royal Engineers, au sein de laquelle est affecté Jeffrey Bousby, commencent à creuser sous le village de Saint-Éloi. Plus on creuse, plus on a besoin d'explosifs. Bien sûr. On peut voir une véritable évolution ici, un passage du fulmicoton à une substance appelée ammonale, dont la composition comprend du nitrate d'ammonium, à un pourcentage compris entre 95 et 97%, mais aussi de la TNT et de la poudre d'aluminium, le nitrate et l'aluminium apportant l'oxygène et l'énergie nécessaires. On pouvait en produire des centaines de kilos. L'objectif des explosions était non seulement de détruire les tranchées ennemies, mais aussi de créer des défenses plus solides. En effet, les cratères pouvaient être fortifiés et servir de tranchées à leur tour. Dans toute cette zone, les mines et les tunnels étaient plutôt peu profonds. À l'inverse, ceux creusés plus au sud l'étaient bien plus que dans cette région. Je pense que ce cratère a été creusé par l'explosion d'une mine qui, pour la première fois, avait été créée bien plus en profondeur que les autres. Celle-ci a explosé dans le No Man's Land. Et dans ce type de situation, on assistait à une véritable course au cratère. Les 2 camps se ruaient vers le lieu de l'explosion pour réussir à l'occuper en premier. Premier arrivé, premier servi. C'est ça. C'était une vraie course. Ensuite, une fois le cratère conquis, il fallait tout de suite le consolider, puis creuser des tunnels en direction des lignes ennemies. Il fallait avancer pour arriver de plus en plus près. Sous terre, le principal danger reste l'ennemi. Progressivement, les ingénieurs mettent au point un système de détection. Il s'agit en fait d'un stéthoscope appelé géophone qui permet d'écouter les vibrations du sol. L'instrument, formé de 2 disques de bois recouverts d'une couche de mica et de mercure, amplifie ces vibrations pour les rendre audibles par l'homme. En faisant bouger les disques, les soldats pouvaient déterminer la provenance des vibrations et ainsi localiser la source d'une menace potentielle. Les mineurs de toute nationalité utilisaient de petites charges d'explosifs appelées camouflets afin de faire sauter les galeries ennemies. Les soldats entassaient des sacs de sable contre les parois des tunnels afin que toute l'énergie de l'explosion soit dirigée vers le haut. Hilde Verboven est une archéologue qui s'est spécialisée dans l'impact des conflits sur les paysages. Elle utilise des cartes britanniques et allemandes afin de déterminer les entrées des différents tunnels creusés. Son objectif est de comprendre les conditions dans lesquelles vivaient ces hommes qui travaillaient pendant des jours sous terre. Nous avons commencé par étudier les cratères des tranchées datant de 1914 afin d'identifier les emplacements des cratères. Les tunnels et les puits n'étaient pas indiqués sur des cartes. Donc nous avons dû chercher dans d'autres archives. Et on a trouvé cette carte. Cette carte britannique date de 1917 et elle indique l'entrée des tunnels et des escaliers. Aujourd'hui, il est impossible de retrouver ces entrées. Elles sont souterraines, tout comme les tunnels. Mais il est cependant possible de localiser l'emplacement de ces galeries et de ces puits grâce à ces vieilles cartes. Après Saint-Éloi, Jeffrey Bousby est envoyé plus au nord pour rejoindre les troupes stationnées au bois du chemin de fer. Ces cartes des tranchées et galeries autour du bois nous permettent de connaître l'emplacement exact des tunnels dans lesquels il travaillait. C'est ici, à cet endroit, qu'il commandait les opérations de la galerie 11H.
Et il y avait cette espèce de petit jeu entre les mineurs qui consistait à savoir qui allait faire sauter le tunnel de l'autre en premier. Mais cette attaque n'est pas reconnue comme l'une des grandes batailles d'Ypres. Elle fait simplement partie de la routine quotidienne de l'époque. Jeffrey Bousby devait partir en permission en mai 1916 après 1 an et demi passé loin de sa fiancée. Le 28 avril 1916, à 7 h du matin, il est réveillé par un soldat qui lui tire la manche. L'un de ses compagnons raconte les événements. Ils sont partis ensemble vers la mine. Votre fils était avec un caporal et un 3e officier les suivait. À peine était-il arrivé près des fronts que l'armée ennemie a fait sauter la galerie, enterrant le corps de votre fils et du caporal sous les décombres. Le souffle a balayé le 3e officier. Ils sont tous les 3 morts sur le coup. Été 1916. Les ingénieurs britanniques ont amélioré leur méthode, si bien qu'il leur semble enfin possible de sortir de l'impasse de cette guerre de position. C'est le début de ce que l'on appelle la campagne de Messine, qui va durer des mois. En 1977, dans le secteur nord du front occidental, le lieutenant-général Herbert Plumer pense pouvoir percer les lignes ennemies. Les leçons de la bataille de la Somme ont été tirées. Il est donc décidé que l'attaque se concentrerait sur une seule partie du front avec le soutien de l'artillerie. Les Alliés se fient à un relevé détaillé des positions de l'artillerie allemande. Leur victoire repose sur ces informations ainsi que sur le barrage de canons et de mitrailleuses qui soutient les soldats australiens et néo-zélandais partis à l'assaut de la colline. Une toute nouvelle arme assure également leurs arrières, le tank. Nous sommes ici sur la crête de Messine, l'un des points stratégiques occupés par les Allemands. Les lignes britanniques devaient se trouver tout près, juste derrière ce cimetière qu'on voit au loin. Cet endroit a connu une bataille majeure, planifiée pendant 18 mois et qui a débuté par l'explosion de 19 mines. Un barrage d'artillerie avait été mis en place 17 jours avant l'explosion de ces mines. Les mines devaient toutes sauter sur une plage de temps de 10 minutes, pas successivement, D'accord. mais de façon aléatoire. Durant les mois précédant l'attaque, les Britanniques avaient découvert que l'argile bleue présente sous la crête était facile à creuser. Plumer avait alors ordonné le creusement de 22 mines supplémentaires. Le travail avait déjà commencé pour la plupart d'entre elles, mais il fallait maintenant qu'elles soient opérationnelles. Les Britanniques se devaient de gagner cette guerre souterraine. Dans chaque camp, on sait que l'ennemi creuse aussi. Très vite, il devient clair pour les Britanniques que les Allemands sont à la recherche de leurs mines. Les deux camps entament alors un jeu de cache-cache meurtrier sous la surface du No Man's Land. Les mineurs australiens et britanniques creusent sur différents niveaux afin d'induire les Allemands en erreur. La nappe phréatique, constante menace, inonde parfois les tunnels qui doivent être évacués. Les Allemands découvrent alors une mine déjà creusée, abandonnée par l'armée britannique. La mine de la ferme de la Petite Douve. Pendant ce temps, les ingénieurs britanniques continuent de creuser dans toutes les directions afin de tromper les Allemands. Ces derniers sont donc forcés de creuser dans les couches supérieures, plus friables, et de passer sous les galeries britanniques. Le travail s'effectue en silence et dans le plus grand des secrets. Des machines sophistiquées de forage et d'excavation doivent être utilisées pour renforcer les parois des galeries avec du béton. Si on se tient par ici, Oui, on se trouve sur les lignes allemandes. d'accord. Elles suivent à peu près cette route. J'ai pu consulter les chiffres qu'on a pu retrouver concernant cette mine en particulier. Ah oui? Les travaux ont duré de janvier à juin 1916. D'accord. Le corps des Royal Engineers a percé un tunnel de 520 mètres de long dans la craie. Impressionnant. Celui-ci est d'ailleurs sous nos pieds, à 27 mètres de profondeur. Très bien. Et c'est là qu'ils ont ensuite entassé une charge d'explosifs de 42 000 kilos. C'est énorme. Il s'agissait d'amonal, cet explosif qui était très souvent utilisé par les Britanniques. C'est une substance extrêmement puissante. Quand elle explose, ça engendre des soulèvements de terre impressionnants. Les mines étaient si profondes qu'il fallait au moins de l'amonal pour obtenir l'effet escompté.
Les lignes allemandes s'étendent sur le flanc avant de la colline et surplombent Ypres et les lignes britanniques. Mais seulement un tiers des troupes y est déployé. Le reste occupe un front intermédiaire. Cependant, quelques jours avant la bataille de Messine, l'armée britannique bombarde l'ennemi avec force et précision. Les nids de mitrailleuses sont presque entièrement détruits. Des avions de reconnaissance britanniques survolent la zone afin de localiser les batteries d'artillerie allemandes. Les opérations de creusement des tunnels en vue de la bataille de 1917 auront duré plus d'1 an. Le saillant d'Ypres devait être le point de départ idéal d'une avancée en force de l'armée britannique dont l'objectif était la prise des ports d'Ostende et de Zeebrugge. Cependant, l'assaut est repoussé d'1 an en attendant la fin de la bataille de la Somme. Cette guerre souterraine sera remportée par les Alliés. Le général Plummer ordonne la création de 22 tunnels sous les lignes allemandes. Ces galeries s'étendent alors du sud de la crête de Messine, sous la forêt de Ploegstiert, jusqu'aux mines situées sous Caterpillar et la colline 60. À 3h10 du matin, le 7 juin 1917, l'armée britannique fait sauter les mines. 10 000 soldats allemands, des divisions d'infanterie bavaroises et du Württemberg sont tués sur le coup. Le plus grand cratère creusé par l'explosion est celui de Spanbroekmolen. La détonation a été si violente que son souffle a même emporté des soldats britanniques qui avaient quitté leur position trop tôt. Ce cratère est aujourd'hui appelé bassin de la paix. Il faut imaginer le choc que ça a dû être pour les soldats qui ont vécu ces explosions sous leur ligne. Tout à fait. Ça a dû être terrifiant, c'est sûr. En tout cas, pour ceux qui ont survécu. Et des deux côtés, on parle le plus souvent des troupes allemandes, mais il y avait aussi les soldats britanniques qui attendaient d'attaquer. Tout à fait. C'était sûrement la première fois qu'ils voyaient une chose pareille. Ils devaient penser que le sol allait aussi s'effondrer sous leurs pieds s'ils avançaient. Probablement, oui. Les deux camps avaient peur. Les détonations étaient tellement fortes qu'on les a entendues jusqu'à Londres. C'est dire leur violence. La colline 60 subit alors une seconde explosion préparée par les ingénieurs australiens. Les Allemands ont découvert les tunnels, mais trop tard. Le barrage roulant formé par l'armée britannique est placé juste devant l'infanterie et avance lentement. Derrière lui, les troupes canadiennes, australiennes et néo-zélandaises réussissent à s'emparer de la première ligne. À la surprise générale, elles parviennent même jusqu'en seconde ligne. En seulement 6 heures de combat, les défenses allemandes sont anéanties. L'armée britannique ne fait qu'une bouchée des derniers points de résistance, comme ces casemates. Les tentatives de contre-attaques allemandes sont stoppées par des barrages d'artillerie placés de façon stratégique. Les 19 mines de Messine ont donc eu un impact décisif dans le combat contre les troupes allemandes. Et pour la première fois, les explosions sont prévues pour précéder une attaque coordonnée. Les Britanniques sont donc prêts à tirer parti de leur avantage. Les troupes allemandes sont résolues à organiser une contre-attaque et à reprendre les positions perdues. Mais pour une fois, les Britanniques sont fin prêts. Chaque camp tirera les enseignements de cette bataille. Les Allemands construisent une nouvelle ligne de défense et réfléchissent à de nouvelles tactiques. Quant aux Britanniques, ils pensent avoir résolu les problèmes inhérents à la guerre des tranchées. La puissance de feu avait augmenté, mais la mobilité des armées était restée la même, puisque la vitesse de marche des soldats était une constante. La logistique devait donc être adaptée, à commencer par les véhicules blindés. Viendront ensuite les chars de combat, qu'il faudra attendre encore quelques années. Et un autre facteur important était la concentration des armes à feu sur une portion très limitée du front. La troisième bataille d'Ypres, ou bataille de Passchendaele, est quant à elle un échec. Alors que le commandement militaire s'imagine déjà sorti de l'enlisement de la guerre des tranchées, l'opération est un fiasco. Les pluies diluviennes et la destruction de plusieurs anciens systèmes de drainage ont transformé le champ de bataille en un véritable bourbier. Impossible pour les soldats de creuser. Les Allemands contre-attaquent.
Au printemps 1918, ils reprennent l'ensemble des positions perdues pendant la bataille de Messine. Avec cette offensive, ils sont plus proches que jamais de la victoire. Le point faible principal des Allemands était leur infériorité numérique. L'Allemagne possédait une industrie puissante, mais à elles toutes, les industries des Alliés, particulièrement celles des Américains, étaient autrement plus fortes. Du point de vue de l'équipement, l'armée allemande pouvait avoir parfois l'avantage sur certaines zones spécifiques du front, mais globalement, elle était plus faible. Avec l'entrée en guerre des Américains en 1917, les ambitions de victoire des Allemands s'évanouissent. Aujourd'hui, le paysage des plaines des Flandres est recouvert de cratères et recèle des secrets dangereux. Les mines n'ont en effet pas toutes explosé, et certaines dorment encore dans leur environnement sombre et humide depuis près d'un siècle. On ne peut qu'espérer que ces mines n'exploseront pas et qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Je sais qu'une famille a construit une ferme au-dessus de l'emplacement probable d'une mine, dans le secteur de la mine de Peckham. Il faut espérer que la plupart des mines ont été retirées. Mais on ne peut pas en être sûr à 100%, et il est impossible de les retrouver. La région d'Ypres a été marquée par ces combats, tout comme l'existence des soldats qui y ont participé et celle de leur famille. Edith était la mère d'Arthur Stockwin. Je dois dire que l'image que j'avais de ma mère pendant toute mon enfance était on ne peut plus conventionnelle. Quand on est enfant, on ne pense absolument pas à la vie amoureuse qu'ont pu avoir ses parents. Et à travers ces lettres, j'ai pu entrevoir cette histoire d'amour qu'a vécue ma mère à l'époque. Un amour non consommé, certes, mais un amour extraordinaire. Cette histoire m'a amené totalement à revoir l'image que je m'étais faite de ma mère. C'est un sentiment très étrange. Je me demande si le destin nous permettra de nous revoir un jour. Le fait d'avoir ta photo me comble, il est vrai, mais pas entièrement tout de même. Plus que jamais, mon esprit s'évade dans ces mondes virtuels que sont l'imaginaire et la romance. Mais il ne faut pas que l'on s'inquiète de ce que nous allons penser l'un de l'autre quand nous nous retrouverons, même si c'est effrayant. Car le simple fait de nous retrouver devrait réussir à nous combler, n'est-ce pas? C'est à travers ta folie que je me sens la plus heureuse des femmes. Je souhaite qu'elle soit immortelle. Bonne nuit, très chère. Il ne me reste plus qu'à embrasser ta photo. Bien à toi, Edith. Les notes tragiques du Last Post retentissent par-delà les murs de cette porte tournée vers les champs de bataille où se sont déroulés quelques-uns des combats les plus meurtriers de cette guerre. La dernière bombe à frapper Ypres tombe le 14 octobre 1918. Au total, ce sont 500 000 soldats qui trouveront la mort de part et d'autre du front. Pour beaucoup, leur dépouille ne sera jamais retrouvée. De nombreux soldats, comme Jeffrey Bousby, envoyaient des lettres et des photos du front à leur mère, leur épouse ou leur fiancée. Autant de témoignages qui nous rappellent aujourd'hui l'horreur de cette guerre.